Suite à une rencontre internationale entre le Léopard de la RDC et les Aigles du Mali, match qui n'a pas été diffusé en direct suite à un problème technique. Mais cela n'empêche, à la une de ce journal, le journal de ce soir, la RDC a un nouveau passeport biométrique, un document de voyage sécurisé et qui protège de manière fiable l'identité des citoyens. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a été le premier à obtenir ces nouveaux documents de voyage. Images et commentaires dans un instant dans ce journal. Journée mondiale de l'environnement. Nous sommes le 5 juin. Les déchets en plastique, une pollution environnementale, mais aussi un business à Kinshasa. Et les thèmes retenus pour cette année, mettre fin à la pollution plastique mondiale. On y revient également dans un instant dans ce journal. C'est la grande nouvelle, c'est l'image même de cette journée. Martin Fayoulou, reçu par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, les camps de la patrie, les rangs se resserrent dans le camp de la patrie. Nous allons y revenir avec plus de détails dans nos toutes prochaines éditions. Bienvenue à tous. Le premier spécimen, j'en parlais tout à l'heure, a été remis au premier citoyen de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le nouveau passeport biométrique répondant aux standards présente plusieurs améliorations, notamment 38 pages au lieu de 32, la page de données en polycarbonate et autres. Je ne vous en dis pas plus, d'autres précisions dans ces reportages. Du fond et de la forme, c'est un document complètement amélioré avec la technologie la plus avancée du domaine. Le premier citoyen du pays est aussi le premier à obtenir ce nouveau passeport. Quelques dizaines de minutes plus tôt, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, arrive au centre d'accueil de l'Institut national des arts pour parachever cette réforme qui place la RDC sur l'autoroute de la modernisation de ses services consulaires et la sécurisation des documents de voyage. Accueilli par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kayikwamba, le chef de l'État, respectant la procédure, a franchi toutes les étapes de l'enregistrement à l'obtention du document d'identité. Produit par la firme allemande Dermalog, ce nouveau passeport répond aux exigences de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale et intègre des technologies avancées pour lutter contre la fraude. Avec ses 38 pages de données en polycarbonate et un micropuce permettant d'identifier et de localiser des objets et des personnes sans contact, le nouveau passeport est nettement meilleur que l'ancien. Son coût, fixé à 75 $ américains, payable auprès d'une agence de la banque Equity BCDC ou en ligne sur le site officiel de demande de passeport, est une réponse à une difficulté sociale du quotidien et une garantie du renforcement de l'efficacité administrative ainsi que la bonne gouvernance des piliers de la vision du chef de l'État. Tous les requérants dont les demandes de passeport sont en cours seront automatiquement pris en charge pour bénéficier du nouveau passeport biométrique. Les détenteurs du passeport actuel pourront continuer de les utiliser jusqu'à la date d'expiration avec une coexistence des deux documents jusqu'en 2030. Renforcement de la diplomatie parlementaire entre la RDC et l'Ouganda. Le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a pris part à Kampala à la 5e session du Parlement ougandais. Annie Mbalaka et Patrick Badibanga. Arrivé à Kampala dans la matinée, le président Vital Kamerhe y a représenté la République démocratique du Congo, accompagné d'une délégation des députés nationaux congolais, dont la questeure adjointe Grace Neema. Ouvrant la cérémonie, la présidente du Parlement ougandais, Anita Annette Among, a peint un tableau élogieux du bilan de cette 11e législature dont les mandats se terminent au cours de l'année 2025. Les moments forts de cette cérémonie a été marqué par les discours du président Yoweri Kaguta Museveni devant les élus nationaux conformément à l'article 101 de la Constitution et à l'article 10 du règlement intérieur du Parlement ougandais qui consacre cette cérémonie à l'audition du discours du chef de l'État
une fois l'an. Occasion pour le président Kaguta Museveni d'insister sur la nécessité de renforcer la coopération régionale face aux défis sécuritaires persistants à l'est de la RDC afin d'activer une coopération concertée entre pays voisins et bénéfique à tous. Un avis partagé par quelques élus nationaux congolais qui ont fait les déplacements de Kampala avec le speaker de la Chambre basse du Parlement. Il faut que les choses reviennent en ordre pour que nous puissions toujours vivre dans l'harmonie parce que nous sommes tous un même peuple, nous sommes des Africains, il faut que nous puissions protéger cette relation bilatérale entre l'Ouganda et la RDC. Le président Museveni a toujours eu un rôle majeur à jouer dans la politique régionale de l'Afrique et ça c'est très important, surtout parce qu'on voyait la grande étendue, la province de l'Ituri d'où je viens par exemple, nous partageons une grande distance, une grande partie des frontières avec lui et lui, son économie, l'économie de l'Ouganda dépend plutôt de la RDC à travers la province de l'Ituri et une partie du Nord Kivu. Et donc c'est vraiment essentiel pour qu'aujourd'hui qu'on travaille ensemble. L'Ouganda c'est notre voisin. Vous savez aussi que nous faisons beaucoup de choses ensemble dans le centre de la coopération sous-régionale. Et aujourd'hui, vous savez que nous avons même des opérations conjointes que nous menons entre les forces de l'armée ougandaise conjointement avec nos forces des FARDC pour essayer d'anéantir l'ennemi qui nous agace dans la partie nord de la province du Nord Kivu, mais aussi à Ituri. La présence du président Vital Kamerhe à cette cérémonie solennelle à Kampala, dans cette situation de crise sécuritaire à l'est de la RDC, est un message fort du rôle que joue la diplomatie parlementaire pour rompre les barrières institutionnelles à la base du conflit et des guerres dans la sous-région afin de promouvoir la diplomatie traditionnelle et une coopération plus étroite avec les États voisins dans l'Ouganda. Et justement, les échanges commerciaux le long de la frontière entre la RDC et l'Ouganda viennent de franchir un nouveau cap. Les projets Borderline et cet espace intégrateur financé par l'Union européenne pour transformer les zones de conflit en zones d'opportunités économiques. Encore une fois, Nîmes Balaka. À Kinshasa, les autorités congolaises et ougandaises, accompagnées de plusieurs partenaires techniques et financiers, ont procédé ce jeudi 5 juin au lancement officiel du projet Borderland. La cérémonie s'est tenue à l'hôtel Fleuve Congo en présence de la chef de mission de l'OIM en RDC, Alexandra Simpson, de la gestionnaire de programme de Trademark Africa, Gladys Kalombola, et du chargé d'affaires AI de l'Union européenne à Kinshasa, Fabrice Basile. Financé par l'Union européenne, Borderland vise à renforcer la coopération transfrontalière, la stabilisation et la résilience dans les zones sensibles entre la République démocratique du Congo et la République d'Ouganda, en particulier autour du lac Albert. Pour nous, c'est de réunir les deux gouvernements, vraiment de faciliter des discussions qui vont transmettre sur l'impact sur le terrain. Et ce programme, c'est avec focus Ituri. Alors là, nous voyons qu'on a beaucoup de capacité d'aider les populations des deux côtés de la frontière. Face aux conflits armés, à la contrebande, au déplacement des populations et à la pauvreté, ce projet adopte une approche intégrée qui combine cohésion sociale, sécurité, gouvernance locale et opportunités économiques. Présent à la tribune, le général-major Apollo Kassi Tagoa, directeur ougandais du service de la citoyenneté et de l'immigration, a salué une initiative qui relance le dialogue entre les deux pays. Même son des cloches du côté congolais avec l'intervention de Jean-Willy Mukendi Kayaya, secrétaire général AI du ministère des Affaires étrangères, qui a réaffirmé l'engagement de Kinshasa pour une paix durable aux frontières. La suite du programme est attendue à Bunia, dans la province de l'Ituri, où un second atelier réunira les autorités locales, les communautés et les partenaires de terrain pour adapter les projets aux réalités du terrain. Et dans un autre registre, le rapporteur de l'Assemblée nationale a reçu une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie en séjour de travail à Kinshasa. On en parle à travers ses commentaires. C'est un face-à-face entre la délégation des députés nationaux membres de l'Assemblée parlementaire de la francophonie conduite par le rapporteur de l'Assemblée nationale de la RDC, Jacques Njoli, et une mission d'information de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, conduite par l'ambassadrice Muriel Berset Cohen, déléguée permanente de la Suisse auprès de l'UNESCO.
Pendant plusieurs heures, cette délégation des parlementaires francophones a soumis à ses hôtes toute une série de dédoléances, parmi lesquelles la pusillanimité de l'OIF et de l'indifférence caractérisée de la secrétaire générale de cette organisation face à l'agression que subit la RDC depuis plus de 30 ans et les désastres humanitaires qui s'ensuivent. Selon ces députés nationaux, cette attitude hypocrite de l'OIF pose un problème à tout le peuple congolais sur l'essence de leur participation à cette organisation. Nous sommes venus voir ici ce que la francophonie, dont le Congo est un membre très important, c'est un pays qui a énormément à partager au sein de la francophonie et nous comptons sur ce partage. L'objectif est de voir ce que la francophonie peut faire de plus pour démontrer sa solidarité avec le peuple congolais, de demander un engagement plus ferme de la francophonie. Des doléances que cette mission a promis de porter et de les défendre. Il était devant la commission environnement et ressources naturelles du Sénat. Le directeur général du cadastre minier s'est exprimé sur la procédure en ce qui concerne l'octroi des titres miniers. Eugénie Dada Chabani. Le cadastre minier est la principale clé du secteur minier en République démocratique du Congo. Cette structure du ministère des Mines est l'intermédiaire entre l'État congolais et les investisseurs miniers. Actuellement, l'octroi des titres miniers est à la base des différents conflits. Pour s'imprégner du fonctionnement des CAMI, la Commission Environnement, Développement durable, Ressources naturelles et Tourisme du Sénat a invité le directeur général du cadastre minier, Mabolia, question d'éclairer la Commission sur la procédure de l'octroi des titres miniers. En sa qualité de gestionnaire des procédures d'octroi des droits miniers et conservateur des titres miniers et des carrières, il a éclairé cette commission. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent quand on donne des droits, de ces droits, et il voulait être édifié d'abord comment ça se passe, comment le mécanisme nous le faisons sur terrain, et puis ils en ont profité pour poser d'autres questions concernant le secteur minier, et nous croyons avoir répondu à toutes les questions qu'ils ont posées, mais ce que nous sommes tous pas d'avis, mais d'accord et contents qu'on puisse continuer à avoir ce dialogue. Parce que nous sommes des praticiens sur terrain, mais le législateur, ce sont eux. Et on doit leur donner des éléments pour qu'on puisse comprendre de quelle façon la loi est appliquée. Et s'il y a des insuffisances ou quoi, ils seront bien avertis pour pouvoir faire des correctifs. Le cadastre minier garantit la sécurité juridique des droits miniers. La République démocratique du Congo, le plus grand pays francophone en termes de locuteurs. Eh bien, la délégation de l'OIF qui séjourne à Kinshasa, on en parle encore dans ce journal, a été également reçue par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Suivez. Soutenir les autorités congolaises pour pacifier l'est de la RDC à travers un partenariat renforcé. C'est l'essence même de la visite de ce jeudi au cabinet du ministre de la Communication et Médias par cette mission d'information de l'Organisation internationale de la francophonie. Accompagnée par la ministre déléguée chargée de la coopération internationale de la francophonie, la dite mission dit être venue dans le cadre de l'appui à l'initiative de médiation régionale en cours pour résoudre la crise dans l'est de la RDC. Je suis venue lui présenter la délégation que le chef d'État et de gouvernement des 93 pays de la francophonie a souhaité envoyer au Congo, RDC, pour s'informer directement auprès des autorités ainsi que des associations de la société civile de la situation dans le pays, de la situation dans l'Est du Congo et aussi de parler du renforcement de la coopération entre la francophonie, dont le Congo est le plus grand membre, avec le plus de locuteurs francophones, et l'organisation, et de voir que peut faire la francophonie pour renforcer cette coopération, ces échanges, pour soutenir la voie que les autorités du pays ont choisi vers la paix. Présente dans la capitale congolaise depuis le lundi 2 juin dernier, cette mission d'information de l'Organisation internationale de la francophonie bouclera son séjour en RDC ce vendredi 6 juin 2025 et retournera à Paris pour faire rapport à d'autres membres de l'OIF et voir dans quelle mesure leurs chefs d'État et leur gouvernement pourraient s'impliquer dans la résolution de cette guerre d'agression qui, depuis plus de 30 ans, a causé plus de 12 millions de morts et de déplacés en RDC.
Adoption et examen du rapport des experts sur les questions liées aux finances et budget, mais aussi à la situation sécuritaire dans la partie est du pays sont là les sujets abordés lors de la dernière réunion du Conseil des ministres de la CEAC. On en parle dans ces reportages. C'est dans le cadre des réunions préparatoires à la 26e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, prévue samedi 7 juin 2025 à Malabo, que le Conseil des ministres s'est réuni mercredi 4 et le jeudi 5 juin 2025 en République de Guinée équatoriale, où les ministres des 11 États membres ont pris une part active aux travaux dont la RDC, représentée par le ministre de l'intégration régionale, Maître Didier Mazenga Mokanzu, accompagné de la vice-ministre des Affaires étrangères, Gracia Yamba Kazadi. La cérémonie d'ouverture des travaux a été ponctuée par 2 interventions, à savoir le mot de bienvenue du président de la commission de la CEAC, l'ambassadeur Gilberto da Pierdade Verissimo, et les discours d'ouverture de Lucas Abaga Chama, ministre équato-guinéen de l'intégration régionale, en sa qualité de président en exercice du Conseil des ministres de la CEAC. Au menu des assises, plusieurs points débattus, notamment la présentation du rapport bilan des activités de la communauté par le président de la commission de la CEAC, la présentation des rapports des experts et des ministres des Finances et Budget, l'examen du rapport sur la situation politique, sécuritaire et humanitaire en Afrique centrale et plus particulièrement dans l'Est de la RDC. Prenant la parole à ces sujets justement, le chef de la diplomatie régionale congolaise, Maître Didier Mazenga Mokanzu, a décrit d'un ton ferme et sans embâche la situation humanitaire préoccupante et dramatique actuelle, aggravée par des graves violations des droits humains et les pillages des minéraux de la RDC. Et c'est avant de s'opposer farouchement au nom de la RDC à la présidence en exercice du Rwanda à la tête de la CEAC, qui en principe devrait succéder à la Guinée équatoriale selon la rotation au cours de ces sommets de Malabo. Il a par ailleurs évoqué comme argument solide la non-exécution par le Rwanda qui a été représentée à ces conseils par son ex-ambassadeur en RDC, Vincent Karega, des résolutions prises non seulement par les Nations Unies, l'Union africaine et les sommets mixtes EAC SADC, mais aussi et surtout par les chefs d'État lors de la 25e session de la conférence de la CEAC, notamment celle qui a condamné le Rwanda et a exigé le retrait sans condition de ses troupes du territoire congolais. Des relations diplomatiques et économiques renforcées entre l'Égypte et la République démocratique du Congo, eh bien c'est plus le volet échanges commerciaux. On en parle dans ses commentaires. C'est lors du tout premier networking Guinée-Égypte-RDC qu'un protocole d'accord historique a été signé avec l'association des investisseurs de la cité du dit Ramadan, un poids lourd égyptien représentant pas moins de 6000 entreprises. Orchestrée par la Chambre de commerce Égypte-RDC, la cérémonie a eu lieu sous la direction de l'ambassade de la République démocratique du Congo en Égypte. Pour Georges Chokitalouni, le président exécutif de la Chambre de commerce et d'industrie Égypte-RDC, c'est le début d'une nouvelle ère de coopération entre les 2 républiques sœurs pour le développement de l'Afrique. Ces partenariats visent à offrir de nouvelles portes aux entreprises congolaises sur le marché égyptien et à attirer davantage d'investissements en République démocratique du Congo. Une mission économique congolaise est d'ailleurs déjà prévue au cœur du 14 au 21 juin prochain. Et c'est avec un objectif clair, dynamiser le commerce bilatéral. L'Afrique unie se tourne résolument vers un avenir économique partagé. Et l'expertise de la RDC en matière dans le domaine minier s'exporte ailleurs, eh bien le Ghana veut en savoir un peu plus. Le vice-ministre des Mines, Godard Motemona, a pris part au forum Mining à Accra. Images et commentaires. Au forum Mining tenu à Accra, la capitale du Ghana, du 2 au 4 juin 2025, la République démocratique du Congo était représentée par le vice-ministre des Mines, Godard Motemona, les ministres des Mines de la Zambie, de Ghana
et du Libéria ont pris une part active à ces assises du secteur minier qui boostent le développement des pays africains. Kodarmo Temona a rappelé à cette occasion que la République démocratique du Congo, qui regorge d'importants gisements miniers, a une expertise qualifiée. Il a salué l'initiative du pays hôte de solliciter l'expertise congolaise en matière de régulation minière. On les qualifie, la RDC, on les qualifie d'un pays scandale géologique. Alors, à l'avènement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un état de lieu a été effectué dans le secteur minier avec une nouvelle vision claire que désormais on devait donner de la valeur ajoutée aux matières premières, aux minéraux congolais, c'est-à-dire de la plus-value, la transformation locale pour donner du travail aux Congolais. Il a par ailleurs souligné que la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est de faire du secteur minier le levier du développement et de la croissance économique en République démocratique du Congo. On en vient à cette information. Il s'agit du démantèlement d'un vaste réseau d'exploitation illégale des ressources minières dans le Haut-Katanga plutôt. Les détails dans ces reportages, suivez. Les provinces de Tanganyika et du Maniema regorgent d'importants minéraux stratégiques, notamment les coltans, l'or, le lithium, le fer et autres. Les constats faits par la société civile représentée par l'organisation Congo Peace Center après les enquêtes menées dans les deux provinces. Ce qui a motivé les journées de réflexion sur l'apport du secteur minier dans les provinces du Maniema et de Tanganyika. Cet atelier a permis aux services spécialisés du ministère de Mines, les experts du ministère de l'Intérieur, les exploitants miniers, industriels et artisanaux d'analyser les défis de l'exploitation minière dans ces deux provinces. Les acteurs du Maniema ont déploré le fait que l'entreprise minière Sakima, par manque de ressources, signe les contrats d'ammodiation avec les entreprises minières qui font l'exploitation artisanale. Ça crée un manque à gagner pour l'entreprise. À Tanganyika, l'exploitation minière aux frontières avec la province voisine fait l'objet des conflits entre les provinces car il est difficile de délimiter les gisements miniers. Le secteur minier ne contribue que de manière moins significative au développement des provinces concernées. Il n'y a pas d'infrastructures sociales de base en termes d'écoles, hôpitaux, il n'y a pas d'énergie électrique. Nos populations, bien que affectées par l'exploitation minière, n'en tirent aucun bénéfice. Il s'agit là plutôt d'un atelier, toujours dans le secteur minier. On en parle encore dans ce journal. J'en parlais d'ailleurs tout à l'heure. Il s'agit d'un vaste démantèlement d'un réseau d'exploitation illégale des ressources minières dans le Haut-Katanga. D'autres précisions dans ces commentaires. Suivez. Ce mardi 3 juin 2025, le territoire de Lubudi au Lualaba a été le théâtre d'une opération d'envergure menée par Thierry Nzonde, chargé des missions du chef de l'État pour le Grand Katanga. Cette intervention a visé à démanteler un vaste réseau d'exploitants illégaux qui, se prévalant faussement de liens avec la famille présidentielle, menaient des activités frauduleuses au sein de la concession de Boss Mining, une multinationale du groupe ERG. Depuis des mois, la concession de Boss Mining était illégalement occupée par des individus qui, par le trafic d'influence, avaient transformé ce site industriel en une zone de non-droit. Cette situation qui menaçait de ternir l'honneur de l'institution présidentielle nécessitait une action résolue. Thierry Nzonde n'est pas intervenu seul. Il était accompagné du premier substitut de l'auditeur supérieur du Grand Katanga, ainsi que d'une escorte d'éléments de la garde républicaine et de l'auditorat supérieur du Katanga, symbole de l'autorité de l'État. Dès leur arrivée, une réunion est tenue avec les membres du conseil d'administration de Boss Mining et du conseil de sécurité de Kakanda, révélant l'ampleur d'un pillage méthodique et organisé. La descente sur le flanc nord du site a mis en évidence l'ampleur de l'activité illégale. Des machines et des engins en tout genre attestaient d'un empire commercial parallèle érigé par des ressortissants chinois, libanais et leurs collaborateurs congolais.
Ces usurpateurs agissaient avec une impunité stupéfiante, allant jusqu'à refuser l'accès de Boss Mining à sa propre zone, avec la complicité de certains commandants locaux de la police. Face à cette démonstration de force, les occupants illégaux ont fui, abandonnant tout sur leur passage. Quelques-uns sont appréhendés. Constatant l'ampleur de la criminalité organisée, Thierry Nzonde a ordonné le scellement de toutes les activités illégales et l'arrestation des cerveaux de cette machination. Mettre fin à la pollution plastique à l'échelle internationale, c'est le thème retenu cette année, la Journée internationale de l'environnement. Alors, comment cette lutte s'organise en République démocratique du Congo, encore c'est traduit en actes? Angèle Mabiala nous en dit un peu plus. La Journée mondiale de l'environnement, une tribune offerte à protéger. Pour protéger l'environnement et des surcroît, à prendre des mesures urgentes pour mettre fin à la pollution plastique. Elle met un point d'honneur dans la sensibilisation et encourage l'action en faveur de l'environnement. Le ministère de l'Environnement a fait de cette journée un canal majeur pour inciter à la prise de conscience collective face aux enjeux à l'échelle planétaire. Pour le ministre provincial à l'environnement, ville de Kinshasa, la capitale étant impactée par des déchets plastiques, Kinoises et Kinois doivent mettre la main à la pâte pour redorer l'image de la ville capitale. Le ministre d'État à l'agriculture qui tient à la préservation de l'écosystème a dit toute sa joie d'entreprendre des actions concrètes pour ne pas diminuer la qualité de l'écosystème. Les défis sont énormes, a laissé entendre le ministre délégué près l'urbanisme et habitat. Il faut une politique d'assainissement implémentée au niveau des ménages. La ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable lance ici un appel à la population congolaise à assainir son environnement immédiat pour réduire le taux de la pollution plastique qui impacte négativement sur la santé humaine et la biodiversité. La République démocratique du Congo, particulièrement la ville de Kinshasa, est en proie à une accumulation massive de déchets plastiques et à l'occupation illégale et abusive des espaces verts, empêchant ainsi la population quinoise à accéder à un environnement sain. La production quotidienne de plus de 10 000 tonnes de déchets solides à Kinshasa, dont 40% constitués de déchets plastiques, nécessite une gestion efficiente. Au nom du gouvernement de la République, F. Bazaïba a salué l'initiative de la société Itex Africa, comptée parmi les sociétés émettrices, qui au travers de son ASBEL Texaf Bilembo s'est engagée avec l'État congolais dans le cadre du partenariat public-privé à protéger l'environnement et à contribuer à la réduction de l'impact des émissions de gaz à effet de serre à Kinshasa. Ceci par la plantation des arbres et de la restauration des espaces verts. La journée mondiale de l'environnement, on en parle encore dans ce journal. Horizon Vert a initié une journée d'engagement dans le cadre du projet Une école éco-citoyenne. Diane Balaka. À l'occasion de la journée mondiale de l'environnement célébrée cette année sous les thèmes Vers un avenir sans plastique, Horizon Vert ONGD a organisé une journée de mobilisation au lycée Nakiinga dans le cadre du projet Une école éco-citoyenne pour la jeunesse quinoise. Face à l'urbanisation galopante, à la mauvaise gestion des déchets et aux effets du changement climatique à Kinshasa, les projets PJK placent les élèves au centre de la sensibilisation à l'éducation environnementale. L'objectif est de promouvoir des bonnes pratiques écologiques à l'école dans le but d'en faire des relais actifs dans leur communauté, dit le coordonnateur du projet Rachid Nzeyambi. La journée d'aujourd'hui était pour nous une grande journée. Nous voulions contribuer à la gestion des déchets en milieu urbain, à la lutte contre le changement climatique par les bonnes pratiques environnementales en milieu scolaire. Car nous savons que la jeunesse, c'est l'avenir de demain et les élèves ont cette capacité-là d'intérioriser les matières apprises et le mettre en pratique. Pour la chargée d'affaires de l'ambassade de Suisse, partenaire de l'initiative, cette mobilisation donne l'essentiel de cette démarche. Le message de la journée, c'était qu'en fait, ensemble, nous pouvons protéger l'environnement. Parce que des fois, la tâche semble tellement grande qu'elle semble presque insurmontable. Mais nous étions là comme appui des acteurs locaux, en partenariat avec ces acteurs-là, dans une mission que nous partageons les deux, donc qui est justement la protection de l'environnement. Une école propre, une ville verte. Agissons maintenant, un slogan fort à cette mobilisation à la gestion des déchets en milieu urbain et scolaire.
Et dans un autre chapitre, les organisations de la société civile affûtent leurs armes pour le séminaire d'orientation budgétaire 2026. L'heure est pour l'instant à la définition des priorités pour une participation citoyenne. Rikinzu Ziloya et Fiston Wavingala. Ils ont 4 jours pour préparer leur participation au séminaire d'orientation budgétaire pour l'exercice 2026. Une tradition pour les membres de la société civile qui participent activement au processus d'élaboration des lois des finances en RDC. Avec l'appui du projet Encore de la Banque mondiale, ils se retrouvent à Kinshasa sous l'égide du COREF et du REGED. C'est pour évaluer, entre autres, les enjeux et leur responsabilité à définir les priorités selon les besoins de la population, s'il faut s'en tenir au contenu à retrouver dans le cadre budgétaire à moyen terme CBMT Théorie 2026-2027, avec débat en se conformant aux principes liés à la participation des organisations de la société civile au séminaire d'orientation budgétaire SOB. C'est un moment au cours duquel la société civile et toutes les autres parties prenantes se retrouvent pour planifier les finances publiques pour les 3 prochaines années, en mettant en avant les besoins des citoyens pour que ces besoins puissent être pris en compte dans le cadre budgétaire à moyen terme 2026-2028. La prise en compte des différents aspects dont l'éducation, la sécurité, le genre et l'environnement dans les politiques publiques, ces travaux ouverts au nom du secrétaire exécutif du COREF, empêché par son assistant technique Georges Tionza Mata, cet atelier va produire un rapport final à l'issue des travaux en groupe. C'est une contribution significative en termes d'aide humanitaire. Eh bien, les Émirats arabes unis apportent leur contribution à la République démocratique du Congo pour sa partie Est. C'est la ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana, qui a reçu une délégation de ces pays. Edith Chala. Au cours de ces échanges entre l'ambassadeur des Émirats arabes unis en République démocratique du Congo, Anwar Barout El Al-Barouti, et la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale, il a été question de discuter sur les modalités, les voies et moyens de raffermir la coopération bilatérale entre les 2 pays amis, notamment dans le domaine de l'assistance humanitaire. Faisant suite à la situation humanitaire dans l'est de la RDC, les Émirats arabes unis sont venus remettre une enveloppe pour assistance humanitaire aux déplacés internes dans l'est de la RDC. Aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale des enfants victimes innocentes des conflits armés et des guerres dans le monde. Cette assistance des Émirats arabes unis témoigne de leur solidarité et de leur soutien à ces groupes d'enfants victimes de violences et de souffrances dans l'Est du Congo. Certes, cette aide humanitaire des Émirats arabes unis contribuera à créer pour ces enfants un environnement sûr qui leur permettra de grandir et de se développer et leur offrira un environnement digne et sécurisé où règne la paix. Cette coopération s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'aide étrangère des Émirats arabes unis en faveur des populations défavorisées. Pour Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale, ce geste va donner un plus pour les enfants qui sont le Congo de demain. Et c'est une réponse aux besoins humanitaires qui se posent avec acuité dans l'est de la RDC. Et cette question, où en sommes-nous avec les réformes dans le secteur industriel? Eh bien, les ministres de l'Industrie, Louatum Kabamba, étaient devant la commission permanente aménagement du territoire de l'Assemblée nationale. Images et commentaires. C'est devant les membres de la commission permanente aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale ce jeudi 5 juin 2025 que le ministre de l'Industrie et du développement de petites et moyennes entreprises, Louatum Kabamba, accompagné des directeurs généraux des structures sous tutelle et des membres de son cabinet, a répondu à l'appel des députés nationaux. Le ministre a apporté des éléments, des réponses claires et structurées autour des 6 grandes
préoccupations exprimées par la représentation nationale, soulignant les avancées dans l'industrialisation du pays à travers les zones économiques spéciales et la promotion des jeunes entrepreneurs. Concernant la sous-traitance dans les secteurs privés, Louis Watum Kabamba a présenté des chiffres récents témoignant de l'impact de la loi de 2017. Le ministre a mis en exergue les efforts déployés pour moderniser les instruments de régulation, protéger les inventions et garantir la qualité des produits congolais. Il a aussi fait le point sur le plan directeur d'industrialisation, les partenariats publics-privés en cours et la relance des unités industrielles à travers plusieurs provinces. J'ai senti fortement le besoin de voir le ministère de l'Industrie et des PME plus présent dans les provinces pour accompagner les entrepreneurs au plus haut niveau, mais également le souci de voir plus de transparence dans les structures qui accompagnent ces entrepreneurs. Nous avons un plan pour régler tout cela, mais nous ne le ferons pas seuls. Nous le ferons avec l'accompagnement de ces mêmes élus légitimes et dignes du peuple. Ces face-à-face illustrent la volonté des collaborations entre le pouvoir exécutif et les élus du peuple pour répondre efficacement aux défis du développement industriel de la République démocratique du Congo. Il s'agit ici d'un atelier dans le cadre du projet Transform RDC et l'objectif est de jeter des jalons stratégiques pour l'équité économique en RDC. Mireille Ndeke. L'étude nationale sur les écarts de genre dans l'écosystème entrepreneurial vient d'être validée officiellement au cours de cet atelier technique de haut niveau organisé par le projet Transform RDC avec l'appui de la Banque mondiale. Conduite par le groupement international Label Conseil et AT Advice, cette étude constitue une avancée significative dans la compréhension des inégalités structurelles entre les micro, petites, moyennes entreprises dirigées par des hommes et celles de femmes. Les échanges ont été vraiment fructueux et ils nous permettent d'avoir des éléments qui permettent d'améliorer la qualité du travail qui a produit dans la perspective d'un rapport final. Dans son allocution d'ouverture, la secrétaire générale en genre, Mme Esther Kamonia, a loué les efforts consentis par le programme Transform au profit de la femme. Nous saluons également tous les efforts fournis par Transform en venant en appui aux entreprises de femmes et de jeunes et en facilitant la concrétisation et la transformation de leur business plan en établissement enregistré au guichet unique de la création des entreprises, rendant celles-ci formellement contributives à l'expansion de l'économie nationale de notre pays. Le secrétariat général au PME et l'entrepreneuriat a rappelé l'ambition claire du gouvernement, celle de faire de la RDC un pays où les entrepreneurs, hommes et femmes, ont les mêmes chances de réussir. Il y a lieu de saluer la contribution active de participants à l'élaboration d'un plan triennal 2025-2028 autour de plusieurs axes stratégiques parmi lesquels la réforme du cadre légal et l'accès équitable au financement. Et face aux crimes à grande échelle commis par l'armée rwandaise dans la partie est du pays avec ses supplétifs de l'AFC M23, eh bien, les forces vives et leaders du Grand Kivu se sont exprimés. On en parle dans ces reportages. Ça n'est trop et vraiment trop comme désastre causé dans l'est de la RDC par cette guerre injuste. Les leaders communautaires du Grand Kivu et plus particulièrement ceux du Sud Kivu montent au créneau. Ils exigent par leur porte-parole Joseph Nkinzo le retour de la paix dans les provinces où le Rwanda, en appui au M23 AFC, massacre des civils innocents, causant le déplacement massif des populations, des violences sexuelles, des destructions des villages entiers, des infrastructures sociales de base et des pillages des ressources naturelles ainsi que de biens des particuliers directement exportés au Rwanda. Il dénonce également la destruction de tout le tissu économique des zones sous contrôle rebelle. Nous tenons à exprimer notre détermination à résister face aux atrocités nous imposées par AFC M23, avons suivi avec attention les discours de l'ancien président de la République et déplorons son silence coupable face à cette tragédie
Les participants à cette concertation des forces vives du Grand Kivu sont unanimes pour un front commun pour mettre fin à la guerre. Cette prise de conscience nous va tout droit au cœur. Ça nous montre à plus forte raison que l'on peut prendre cette notabilité comme un instrument capable de nous aider à retrouver la paix dans le pays. Les recommandations pertinentes seront coulées en forme de rapports à transmettre aux autorités du pays. Tout calcul fait, ça sera pendant 15 jours que le personnel de la réserve stratégique générale sera en formation concernant la procédure sur la passation du marché public. Je ne vous en dis pas plus, on en parle dans ces commentaires signés Chimène Dondo. Pendant 15 jours, les agents et cadres de la réserve stratégique générale auront une formation sur les procédures de passation de marché public. Animé par les experts de l'autorité de régulation de marché public. À la cérémonie d'ouverture, les coordonnateurs de la réserve stratégique générale, Mounumba Kach Serge, a souligné l'importance de cette formation. La réserve stratégique générale est un service spécialisé de la présidence de la République qui a pour mission principalement la promotion, le développement, la mise en œuvre de la vision du président de la République en matière de résilience et de souveraineté. Je tiens à remercier tout particulièrement le directeur général de l'ARMP pour son soutien dans le processus d'intégration et de mise à niveau de nos cadres et agents afin de les doter des compétences nécessaires sur les procédures des passations de marché public. S'inscrit pleinement dans la vision de transparence prônée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en matière de gestion de la commande publique. Présent à la cérémonie, le directeur général de l'ARMP, Claude Mbaye, a précisé les objectifs de cette initiative. Le coordinateur de la réserve stratégique nous a consultés, nous a contactés pour venir justement installer la cellule et former toute une équipe en technique de passation de marché public. Hugues Dembolo, coordonnateur adjoint, a exhorté le participant à s'engager pleinement dans cette formation. Et voilà qui boucle complètement ce journal de 20h sur la RTNC. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Bonsoir particulier à ceux-là qui nous ont suivis depuis la ville d'Inongo. Nous sommes là dans la province du Maïndomé. Ne quittez pas vos fauteuils. À suivre juste après ce journal, la lecture des ordonnances présidentielles. Bonsoir chez vous.